Bonjour et bienvenue à toutes et à tous dans ce 8e épisode de 145-208, le podcast de la Maison de vie associative et citoyenne, à la rencontre de celles et ceux qui agissent dans le 11e arrondissement. Nous accueillons aujourd'hui Fabienne Brégy, responsable de l'application Mémo de vie en lien avec la Fédération d'associations France Victimes, Magali Blasco, directrice de l'AMAV, et Gabriel Lavenir, sociologue. Alors, nous sommes réunis aujourd'hui pour parler de l'application Mémo de vie. Fabienne, est-ce que vous pouvez nous dire en quelques mots, nous présenter le but de cette application ? Alors oui, on est donc tous réunis autour de ce podcast, notamment parce qu'on est à la veille de notre première campagne de dons sur l'application Mémo de vie. Et notamment, on va parler de la place du numérique dans l'accompagnement des personnes victimes et du parcours de sortie des violences. Et l'idée, c'est d'expliquer qu'est-ce que Mémo de vie, pourquoi ça a un vrai impact sur les personnes victimes de violences et en quoi, en fait, cet outil est aussi un outil efficace pour les professionnels. Alors, pour la petite histoire, Mémo de vie, c'est une plateforme qui a été lancée en 2017 à l'issue de la grande consultation citoyenne lancée par Make.org dans l'idée de répondre à la question comment mieux accompagner et aider les femmes victimes de violences. On constate, en tout cas sur le terrain, que les personnes victimes de violences manquent d'outils sécurisés et adaptés pour consigner, centraliser et valoriser les faits subis. Et puis aussi, d'un autre côté, on a les supports papier, encore trop souvent utilisés et qui révèlent rapidement leurs limites, notamment en termes de risque, de perte ou de destruction, mais aussi un manque de discrétion, de difficulté de partage et une absence de suivi structuré. Pour dépasser en fait ces obstacles, Mémo de vie donc propose une solution numérique gratuite, confidentielle et personnelle à destination donc des personnes victimes de violences répétées. Alors plus uniquement sur des violences notamment conjugales, mais sur toute typologie de violence. Et les personnes peuvent y consigner une trace fiable dans un contexte souvent instable, sous emprise ou à risque, mais aussi aux professionnels accompagnants. Donc ça peut être les travailleurs sociaux, ça peut être les juristes, ça peut être aussi des professionnels de santé. L'outil vraiment facilite ainsi la mémoire, le suivi et l'accès à la preuve, renforçant l'efficacité de l'accompagnement. Alors c'est tout simple, il y a une adresse web et c'est www.memo-de-vie.org depuis n'importe quel navigateur, depuis n'importe quel équipement, donc on peut y accéder. On atterrit sur une page, ce que nous, dans notre jargon, on appelle page vitrine, donc qui va donner de l'information en tout cas sur ce qu'est Mémo de vie, sur les possibilités. Et puis ensuite, via la création d'un compte, on va accéder donc à une application. Alors, c'est pas totalement une application native, c'est une progressive web app, puisqu'elle ne nécessite aucun téléchargement et elle permet donc plus de sécurité pour les personnes qui vont s'en saisir. Et quant à vous, Gabriel Lavenir, vous avez porté des projets sur les technologies numériques. Donc, est-ce qu'on pourrait savoir quel est votre regard sur la place du numérique dans un projet à impact social comme celui de Mémo de vie, par exemple ? Alors, c'est une question qui est extrêmement intéressante d'un point de vue scientifique, puisque moi, je suis sociologue du numérique et je me suis beaucoup intéressée à la question, en gros, et de manière un peu crue, de pourquoi passer par le numérique quand il existe des outils papier. Et en fait, ça soulève de grandes questions dans les projets à impact social, qui sont la question de la numérisation à marche forcée de la société et la question de l'accès et de l'accessibilité, donc des groupes sociaux qui sont exclus ou inclus quand on met du numérique. Donc ça, c'est quelque chose qui est particulièrement intéressant dans des projets qui sont pérennes, qui durent, comme Mémo de vie, parce que c'est le pari d'avoir réussi à trouver un outil numérique qui fonctionne bien dans un projet à impact social qui précisément s'adresse aux groupes qui sont les plus marginalisés, qui ont le moins d'accès matériel, le moins d'accès aux compétences et aux apprentissages du numérique. Donc ça, c'est vraiment un point de vue de sociologue. Et puis, d'un point de vue pratique, et à partir de l'enquête dont je pourrais reparler un petit peu tout à l'heure, il y a en fait cette grande question dans les projets impact social qui mobilisent le numérique du raisonnement coût-avantage. Parce que passer par le numérique a toujours un coût. Il a un coût pour les bénéficiaires, puisqu'il s'agit précisément de s'assurer que les gens à qui on parle ont accès à un ordinateur, ne sont pas dans des zones blanches de connexion, ont un smartphone, savent utiliser une application, ont une notion de ce que c'est qu'une donnée numérique, de comment la protéger. Ça, c'est un point d'attention qui a beaucoup été soulevé par les acteurs de Mémo de vie pendant l'enquête, de prendre en compte l'effet de l'âge, par exemple, ou de la langue qu'on parle. Mais il y a aussi la question du coup, pour le projet, parce qu'en fait, maintenir un outil numérique, le concevoir et le développer, il y a cette idée que c'est très simple, parce qu'une fois que c'est en ligne, ça roule. Mais en fait,
Pas du tout. Il y a des questions de stockage, il y a des questions de serveurs, il y a des questions de résoudre des bugs, notamment quand il y a des enjeux extrêmement importants pour les bénéficiaires. On ne peut pas du tout se permettre, dans un projet comme Mémo de Vie, d'avoir une application qui bug. Ça rajoute du stress à des gens qui sont déjà sous tension. Donc il y a tous ces coûts-là. Et pourtant, ça marche. Et ça, c'est très intéressant d'un point de vue sociologique. Pourquoi ça marche ? Il y a tout ce que le numérique peut apporter ou peut compenser que des outils papier ou des rencontres physiques ne permettent pas de faire. Et là aussi, en fait, c'est sur la question de l'accès, beaucoup que ça se joue, parce que le numérique soutient et diffuse des informations ou des ressources qui existent par ailleurs, mais qui sont plus ou moins accessibles en fonction des territoires, de la capacité des gens à sortir de chez eux. Mémo de Vie était lancé existait en 2020, à un moment où précisément les gens et les victimes étaient très isolés. Et c'est là qu'on voit comment des outils numériques peuvent jouer énormément, apporter quelque chose, même si ça demande de répondre à des défis, et ça exige notamment de la part des acteurs des projets une réflexivité énorme, des points d'attention constants, de la conception au déploiement et au relais par les autres acteurs. Voilà, et donc ça, c'est un petit peu au cœur de l'enquête que je fais plus généralement pour la Fondation AFNIC sur la question des projets du numérique solidaire. Et parmi tous ces enseignements que vous avez pu avoir sur l'enquête, quels sont les principaux que vous avez pu retenir ? Alors, ça, je pourrais en parler très très longtemps parce que c'est le léger défaut d'inviter quelqu'un qui est à la fois chercheuse et prof à un micro. Et en partant en particulier du projet de Mémo de Vie, mais pas uniquement, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la Fondation AFNIC a déployé un protocole d'enquête pour essayer de répondre à des questions sur la pérennité des projets donc à impact social qui mobilisent du numérique, soit parce que c'est leur objet principal, par exemple s'assurer de faciliter l'accès au numérique administratif à tous et toutes, soit parce que le numérique est un dispositif qui est utilisé pour d'autres choses. Dans Mémo de Vie, typiquement, c'est pour l'accompagnement aux victimes. Et l'idée était de regarder les difficultés que ces projets-là affrontaient, particulièrement dans le contexte actuel qui est très, très tendu économiquement, pour comprendre comment certains projets réussissaient à tenir. Quelles recettes, quelles bonnes pratiques on peut mettre sur la table, quels modèles économiques alternatifs on peut concevoir. Donc, à partir de là, déjà, l'enseignement qui ne surprendra absolument personne qui s'intéresse au social de près ou de loin, c'est qu'il n'y a plus de sous, que le modèle traditionnel en France est un modèle de subvention par l'État, que pour beaucoup de raisons, ce modèle-là est exsangue, c'est un mot qui a été utilisé dans plusieurs entretiens, et donc que les projets déploient des stratégies alternatives. Ces stratégies, elles vont se déployer, par exemple, dans le fait d'aller chercher du financement auprès de fondations, du mécénat d'entreprise, du financement participatif et du crowdfunding, des dons chez les particuliers, ou carrément d'adopter un modèle de start-up et d'entreprise privée. Toutes ces solutions-là ont leurs avantages et leurs inconvénients, et celle qui est particulièrement porteuse en ce moment, notamment parce qu'elle a une dynamique de co-construction qui est très valorisée, c'est celle des dons sollicités auprès des particuliers. Surtout dans un contexte où en fait, les gens ont de moins en moins de temps pour faire du bénévolat. On m'a notamment mentionné que la hausse du départ de l'âge à la retraite jouait très négativement sur le nombre de bénévoles disponibles. Donc en fait, il peut y avoir une réorientation des efforts là-dessus. Donc ça, c'est un enseignement. Le modèle actuel n'est pas tenable. Les alternatives sont en cours de construction. Il y a pas mal de modèles différents. Il faut penser aux spécificités du numérique. Parce qu'il y a encore une fois cette idée que le numérique, c'est plus facile parce qu'il y aurait moins à déployer d'espace physique, de gens qui sont là, présents pour accueillir, mais pas du tout. En fait, des dispositifs comme Mémo de Vie, typiquement, il faut qu'il y ait des gens pour dire aux victimes et aux bénéficiaires potentiels que ça existe, les accompagner dans le déploiement de l'outil, dans l'appropriation, répondre aux questions. Aussi, quelque chose qu'on m'a pas mal dit sur le terrain, c'est l'idée qu'il faut être extrêmement attentif à la protection des données, évidemment, à la sécurité des gens qui utilisent ça. La plupart des applications qu'on utilise au quotidien, les GAFAM ne se préoccupent pas des masses de la sécurité de nos données. Mais là, évidemment, c'est un enjeu très, très fort. Donc, en fait, il y a aussi des coûts spécifiques. Il faut réfléchir éthiquement à la conception de quelque chose qui soit solide et protecteur. Donc ça demande des sous, mais c'est aussi des investissements potentiellement à très long terme, en fait. Ça fait partie donc, des grands enseignements de cette enquête qui soulignent que le numérique n'est jamais une solution de facilité, mais que quand il est bien déployé, avec réflexivité, avec attention, en écoutant les retours des gens qui l'utilisent, et ça peut en avoir un effet de long terme et très profond dans les projets à impact social. Il y a aussi l'idée que là, la difficulté aussi qu'on a, nous, en tant que... et moi, je prends ma casquette là de finalement responsable produit, mais qui œuvre chaque jour, notamment sur la technique, l'opérationnel, c'est d'aller aussi questionner ces publics qui sont fragilisés et qui sont finalement pas capables même d'exprimer leurs besoins,
Et donc, comment traduire finalement techniquement quelque chose qui est complexe à délivrer parce que un stress post-traumatique, parce que et violence encore continuelle. Donc, ça rend la tâche encore plus difficile en termes d'adaptation et d'évolution de la plateforme. Donc, il y a ce besoin de rentrer prioritairement en contact aussi avec les professionnels qui accompagnent, que ce soit aussi des psychologues, mais pas que, ceux qui sont dans l'accompagnement, en tout cas, de ces personnes victimes, pour avoir aussi une lecture et pour pouvoir mieux définir, en tout cas, les besoins et mieux adapter, en tout cas, la plateforme à ces besoins. Oui, moi en plus j'ai un léger biais parce que je m'intéresse au numérique depuis longtemps, d'abord dans le domaine des loisirs et des pratiques culturelles, on en reparlera tout à l'heure. Mais par ailleurs, je fais très attention à une chose, c'est les discours techno-enthousiastes qui expliquent que l'innovation est toujours une bonne nouvelle, que fabriquer du numérique, ça facilitera les choses. En fait, il y a toute une approche qui se présente comme étant neutre, mais qui est très politique, qui dit qu'il faudrait numériser toujours plus, que de toute façon c'est inévitable, que c'est forcément plus inclusif. Et en pratique, c'est plus compliqué que ça. Donc quand je vois des dispositifs ou des procédures ou des modèles qui sont attentifs à ces limites-là, qui ne sont pas techno-enthousiastes, mais qui s'emparent du potentiel du numérique, bah forcément, moi, je trouve ça très intéressant. Merci pour ces éléments de réponse qui, je pense, se conjoignent parfaitement. Magali Blasco, vous avez récemment été invitée au Forum européen de l'assistance aux victimes de violences sexistes et sexuelles par les outils numériques. Pouvez-vous nous partager les quelques retours que vous avez pu avoir pendant cette journée ? Alors oui, c'est à l'initiative du Conseil régional Sud dont nous dépendons, puisque mon association est basée dans le Vaucluse. Et c'est un projet européen. Donc la région Sud, le Conseil régional Sud, a accueilli un atelier au cours d'une journée d'un projet européen qui s'appelle Transcende et qui s'achève d'ailleurs en 2025. Il s'est étendu sur 3 années. Et ce projet européen avait pour objectif la découverte des outils disponibles pour répondre aux défis spécifiques de lutte contre la violence basée sur le genre et sur la violence domestique. Donc en fait, c'est dans le cadre d'un atelier qui s'est tenu au Conseil régional Sud à Marseille que le service prévention de la délinquance du Conseil régional, qui est très engagé pour la lutte contre les violences faites aux femmes, nous a demandé de venir présenter Mes mots de vie à finalement des professionnels issus de pays européens, mais qui pouvaient à la fois représenter des sociétés comme des organisations locales, des collectivités territoriales. Donc chacun, de leur point de vue, ont une présentation du mémo de vie. Certains la connaissaient, certains coordinateurs de CLSPD, de CISPD, Conseil local de sécurité et prévention de la délinquance de communes, connaissaient l'outil mémo de vie et en faisaient aussi la promotion parce qu'ils étaient proches des associations France Victimes de leur territoire. Et d'autres l'ont découvert et vraiment, ça a suscité des questions à l'issue de nos interventions pour savoir comment justement on avait pu, d'où partait ce mémo de vie, comment on l'avait conçu, quels besoins on avait constaté à ce moment-là, ce que tu as dit Fabienne tout à l'heure. Effectivement, ça pouvait intéresser. Et aujourd'hui, quelle utilisation on en faisait et quels bénéfices on en voyait. Donc c'était très intéressant d'avoir été associé à cette journée-là, parce après cette journée de rencontre, il y a aussi des échanges qui se sont faits de manière informelle sur mes mots de vie. Donc c'était une journée de promotion de l'outil que France Victime a mis en place. C'était une journée intéressante parce que ça nous a permis de rencontrer des professionnels que l'on ne croise pas dans notre quotidien, en tout cas moi sur mon territoire. Ça m'a permis aussi d'appréhender leurs objectifs, notamment celui d'associer les citoyens à la réflexion sur les outils sécuritaires. L'utilisation de drones, l'utilisation de l'intelligence artificielle, voilà. Une volonté, en tout cas politique, de réduire les écarts et d'associer les citoyens à ces outils-là, l'utilisation de ces outils pour une meilleure efficience, performance et protection finalement de chacun d'entre nous dans des situations de délinquance. Donc voilà, ça reste, c'est une ouverture en fait à la fois intellectuelle et opérationnelle qui s'est fait cette journée-là. Et sur le terrain, comment ces services d'aide aux victimes ont reçu la nouvelle de Mes mots de vie ? Et s'en ont-ils emparés ? L'ont-ils utilisé ?
Alors mes mots de vie, est arrivé, dans nos services d'aide aux victimes. Moi, j'en ai 3 au sein de mon association sur 3 départements. Est arrivé, à un moment où on venait de passer le Grenelle, de lutte contre les violences faites aux femmes et où au niveau judiciaire, il y avait des préconisations et un renforcement du traitement judiciaire des violences intrafamiliales. Alors, il y a encore 10 ans, les violences intrafamiliales, représentaient une part très infime dans notre activité. Il y avait 10-15 de victimes de violences intrafamiliales qui s'adressaient à un service d'aide aux victimes parce qu'elles ne se considéraient pas victimes, parce qu'elles allaient voir des associations spécialisées et parce que parfois le traitement judiciaire n'était pas à la hauteur des déclarations qu'elles pouvaient en faire. Et quand il y a eu ce Grenelle, c'est venu, véritablement métamorphoser nos pratiques professionnelles dans les services d'aide aux victimes, où on s'est retrouvé de manière massive. Aujourd'hui, c'est près de 50 de notre activité qui est constituée d'infractions, intrafamiliales, ainsi que des violences sexuelles, et sexistes. Et en fait, nos professionnels, se sont trouvés à un moment donné, démunis face à des situations, à des personnes en détresse, des situations complexes et l'outil Mémo de vie, est venu, soutenir, apporter, une plus-value dans l'accompagnement, en ce sens où, on se trouvait confronté à des, personnes qui nous racontaient des histoires, qui s'étaient inscrites dans le temps, des parcours cabossés, des parcours fracturés et pour lesquels parfois il y avait peu de traces, peu d'éléments de preuve et que les souvenirs que la personne, exprimait au moment où elle venait nous rencontrer n'étaient pas, tout à fait, préservés, intacts par rapport à ce qui s'était passé au moment où ça s'était passé. Et mes mots de vie est venu changer les choses parce qu'elle nous a permis, lors de nos entretiens avec les victimes, de pouvoir indiquer, qu'elles avaient désormais un outil à leur disposition pour pouvoir consigner, préserver, conserver des éléments de preuve, des récits, des témoignages et ce, rapidement après la commission des faits. Donc ça garantissait aussi une authenticité, une fraîcheur des déclarations au moment où elles avaient été faites. Alors c'est pas venu tout de suite en fait, hein, dans les équipes, c'est arrivé progressivement, et ça l'est devenu presque un réflexe aujourd'hui parce que dans les procédures judiciaires, nos services d'aide aux victimes sont mobilisés dès l'audition de la victime. C'est-à-dire qu'elle sort du commissariat, elle sort de la gendarmerie, les services d'aide aux victimes sont destinataires de l'audition et nous prenons attache avec la victime pour faire une évaluation sur ses besoins en protection. Et là, dans cet entretien-là, on parle de mes mots de vie et on est véritablement, dans les heures qui suivent ou dans les jours qui suivent la commission de l'infraction. Donc ça veut dire que, très rapidement, elles peuvent se servir de cet outil pour mettre des photos, mettre des certificats médicaux, mettre leurs enregistrements. Et puis on a observé aussi que dans le contentieux des violences intrafamiliales, mais qui est pas exclusive à mes mots de vie, mais ça a été quand même là où on a débuté. On s'est rendu compte que les parcours de ces victimes, majoritairement de femmes, elles étaient composés d'allers-retours. C'est-à-dire qu'elles le quittaient, elles se remettaient, elles repartaient et que, dans cet entretemps, de consigner, tout événement qui pouvait venir caractériser des violences, physiques, psychologiques, économiques, pour certaines parfois invisibles. Le fait de pouvoir les raconter avait presque un double effet. À la fois, ça permettait, d'avoir une trace de ce qui s'était passé, alors toute relative est-elle, hein, puisque c'était qu'une déclaration. Mais à la fois, pour la victime, ça lui permet aussi de prendre conscience de ce qui se passe dans sa vie, en fait. Ça vient, en lecture immédiate ou même en relecture, lui permettre de voir, ben oui, il y a des choses qui se sont passées, ça fait déjà 3 mois que ça dure et puis il y a 3 mois, c'était juste ça et puis maintenant c'est ça. Donc ça participe aussi à la prise de conscience, de la progression, de l'installation, du renforcement des violences qu'elles subissent ou inversement aussi, ça peut être illustratif de la manière dont elles s'en dégagent. Voilà, donc il y a eu ce double intérêt-là. Et puis, également, on a vu aussi l'évolution, l'accompagnement, il part souvent de notre service, mais il a besoin d'autres professionnels pour être en complémentarité et donc de faire la promotion de cet outil, à l'endroit d'autres professionnels qui travaillent de près ou de loin, auprès de victimes. Ça leur permet eux aussi de pouvoir, le présenter et le conseiller. On a eu très rapidement des magistrats très enthousiastes lorsqu'ils ont découvert cet outil. Moi, j'ai souvenir d'un procureur qui en faisait la promotion à chaque fois qu'il pouvait en parler et je trouvais ça chouette
parce que finalement, c'était véritablement venu combler un vide et ça sert aussi, les intérêts de la victime dans le cas d'une procédure judiciaire. Récemment, on a une femme qui, après de nombreux entretiens, qui venait raconter son parcours, mais qui, refusait à chaque fois d'aller déposer plainte parce qu'elle n'était pas prête, hein. Il y a une histoire de temporalité aussi dans nos accompagnements. Eh bien, elle a utilisé mes mots de vie, elle a consigné, elle a rangé, elle a préservé, elle a conservé des éléments, des certificats, des photos, des enregistrements aussi et mais ça lui a servi quand elle est allée déposer plainte parce qu'elle a pu les remettre, au service de police. Donc Mmh. voilà, il y a aussi cette utilité-là judiciaire, qui est non négligeable. Par exemple, l'application Mémo de vie peut littéralement servir de preuve pour Abso incriminer les personnes qui. Absolument, en fait, c'est pas l'application, mais en tout cas, cet outil permet de conserver des éléments dont dispose la victime, qui vont lui servir de pouvoir justifier, prouver. Parce qu'on sait aussi que dans les situations de violence sexuelle sexiste, c'est parfois, compliqué de prouver. Parfois, c'est la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc du coup, des petits éléments mis bout à bout, permettent parfois de venir caractériser, des situations de harcèlement sexuel aussi. Enfin voilà, on a eu De contrôle coercitif, par exactement. exemple, ou alors nous, on parle pas forcément de preuves, mais on parle d'indices, parce que derrière, effectivement, ça va être à l'appréciation en fait d'un juge qui va venir ou en tout cas d'une enquête qui va s'opérer à partir aussi des faits qui seront consignés dans ce mémo de vie-là. Et mis bout à bout, effectivement, ça permet aussi d'indemniser la personne à la juste valeur, en tout cas du préjudice ou auteur du préjudice. Alors c'est pas un outil miracle, hein, parfois ça effectivement, on peut pas prouver les faits ou il y a pas assez de faits, mais en tout cas ça permet effectivement cette prise de conscience, ça permet aussi de déposer des éléments, ça permet aussi de prendre de la hauteur sur sa situation et puis d'avancer dans son parcours, de s'autonomiser dans son parcours, de garder, d'être acteur en tout cas de sa sortie en tout cas, des violences, et c'est une aide, un facilitateur. On appelle ça un outil facilitateur. Oui, alors il y a une chose aussi qui est, frappante dans le contexte actuel autour du numérique et du numérique, au service des gens qui sont dans des positions de victimes ou qui sont face à des traitements inégaux. Et ça va en fait au-delà de mes mots de vie, mais mes mots de vie est vraiment à la crête d'une vague qu'on voit, qui est la mobilisation d'outils numériques et notamment d'applications, collecter des traces. Vraiment, les données numériques, en fait, c'est des traces littéralement, et pour les organiser d'une manière qui est entendable par les institutions. Et en fait, l'exemple qui me vient en tête, c'est les applications de santé, qui sont très utilisées, notamment par les femmes, pour réussir à se faire entendre, à collecter des données qui ont du sens pour l'institution médicale et pour arriver avec en consultation en disant bah, j'ai un problème, je peux vous prouver qu'il y a un problème et j'ai besoin d'un diagnostic, d'un traitement, d'un suivi, d'informations. En fait, nous, on voit que euh, pour les gens qui utilisent ces applications médicales pour se défendre, c'est une forme de, euh, on dit advocacy, c'est une manière aussi de reprendre le contrôle sur le récit, d'avoir une position qui n'est pas seulement celle d'une dépendance à d'autres, mais on est la personne qui produit ces traces, la personne qui organise ces traces et la personne qui vient porter ces traces. Et donc ça rejoint toutes sortes de choses autour de le récit de soi en ligne, les traces du numérique, la reconstruction de soi. Et en fait, ça vient rejoindre des dynamiques très larges de comment, notamment après des changements subis, des changements brutaux, le fait de se raconter, de créer soi-même son histoire à partir des données qu'on collecte, ça fait une énorme différence pour les individus. Moi, j'adore en fait, ton propos, actuel. Je vais rebondir en fait sur ce que tu viens de dire. C'est qu'aujourd'hui, effectivement, au-delà d'historiser les faits, de raconter, de mettre des événements dans mes mots de vie, il y a aussi, ce besoin de se réapproprier effectivement son contenu et d'avoir une évolution. Quel est l'impact finalement de mon parcours, de la création de mon compte aux étapes en fait auxquelles je suis passée. Et nous, notre idée aussi dans l'évolution future aussi de mes modes de vie, c'est de pouvoir redonner aussi ce pouvoir, notamment aux utilisateurs, avec un parcours onboardé lui permettra aussi très facilement visuellement d'avoir une voilà. Alors on n'a pas la forme aujourd'hui encore, c'est trop flou, mais d'avoir effectivement une évolution claire de son parcours pour permettre derrière, justement de le proposer à un professionnel qui va derrière travailler, sur la base en tout cas de cette évolution-là et de cet impact, ou des différents effectivement fluctuations qu'il peut y avoir dans son parcours
et d'aller plus en profondeur, en tout cas, dans l'accompagnement qui sera porté à ces personnes victimes et utilisatrices de l'outil. Mais je pense qu'autour de cette table, on est tous d'accord pour dire que l'application Mémo de vie peut concrètement changer la vie de beaucoup de personnes. Je vais vous demander, Fabienne, pourquoi et comment surtout il serait important de rendre cette application sur le devant de la scène? Pour revenir au numérique, déjà, le numérique est omniprésent un peu partout aujourd'hui. Selon l'étude notamment de Stratis de 2024, sur les tendances notamment du numérique, on s'aperçoit qu'il y a quand même 91% des Français qui possèdent un smartphone, possédant aussi, dépassant largement aussi l'ordinateur à 89% et puis à la tablette à 54%. Cette généralisation, en tout cas du numérique, transforme profondément nos modes de vie et les usages. Et puis on observe également un essor du numérique dans les pratiques des professionnels, notamment dans l'accompagnement des personnes d'après l'enquête d'Emmaüs Connect de 2024, où il y a 59% des professionnels qui constatent une meilleure circulation de l'information, 35% qui évoquent aussi des démarches simplifiées et 29% qui révèlent un accès facilité aux dispositifs d'accompagnement. Donc ces bénéfices illustrent bien à quel point le numérique s'impose comme un levier d'efficacité et de modernisation des pratiques, préparant ainsi le terrain pour de nouvelles formes d'innovation au service des usagers. Et par ailleurs, les violences évoluent. Les victimes sont complexes, ont des besoins qui changent constamment. Et donc face à ce défi, l'accompagnement se réinvente et doit se réinventer sur la base de dispositifs en fait concrets, sécurisés, simples d'utilisation. Et Mémo de vie, voilà, l'illustre parfaitement. C'est un outil numérique, encore une fois, gratuit, confidentiel et sécurisé, pensé pour permettre à chaque personne victime de garder donc une trace, d'organiser ses preuves et surtout de ne pas rester seule dans son parcours. C'est un outil aussi qui représente un réel coût, on l'a évoqué tout à l'heure, développement, sécurisation, hébergement, accessibilité, évolution technique, sensibilisation. Tout ça, ça a un coût, tant dans la communication, dans le déploiement que dans la technique propre. Et donc, on fait aussi cet appel aux dons pour permettre justement à cet outil de perdurer, de continuer et de devenir finalement un allié essentiel dans la protection et l'accompagnement des victimes. On est très fiers de cet outil aujourd'hui. On a envie qu'il dure parce qu'on sait qu'il y a encore beaucoup de choses à faire à travers cet outil-là et qui peut aider énormément de personnes victimes de violences. Et puis qui peut aussi soutenir le travail des professionnels. Donc, par cette campagne, on veut réinvestir encore dans cet outil qu'on croit essentiel. Parce que donner, c'est agir concrètement. C'est permettre aussi à une personne de bénéficier d'un espace gratuit et confidentiel pour ne pas perdre ses preuves, garder le fil de son récit, retrouver une forme de contrôle sur ce qu'elle vit. C'est aussi permettre aux professionnels de mieux accompagner plus rapidement avec les bons repères. En septembre, encore une fois, on va lancer notre première campagne de dons pour continuer à proposer un outil gratuit, évolutif, encore plus sécurisé. Donc, chaque don, petit ou grand, soutient une personne dans sa reconstruction. Donner, c'est offrir aussi une chance à quelqu'un de reprendre le pouvoir sur sa vie, sur son parcours. Donc, n'hésitez pas à donner, et c'est www.memo-de-vie.org et faire un don, ce sera sur la page aussi vitrine de notre plateforme. Donc, n'hésitez pas à nous accompagner dans cette évolution et d'aider chaque jour des personnes à reconstruire leur parcours. « 145-208 » est un podcast produit par la Maison de la vie associative et citoyenne du 11e arrondissement. Il est disponible sur Arte Radio, sur Spotify et sur Deezer. Alors commentez, likez et abonnez-vous pour ne rien manquer. Cet épisode a été réalisé par Louis Franchini.